votre avis et aussi pour continuer à vous informer autour du projet, on vous dira un mot à la fin de la rencontre sur les différentes modalités qui s'offrent à vous. Pour ce qui est de la rencontre de ce soir, nous sommes ensemble jusqu'aux environs de 21h. L'idée est d'abord de vous présenter l'axe, ensuite de répondre à l'ensemble de vos questions dans toute leur diversité, à la fois sur le secteur de Chaumont-en-Vexin, mais également si ces questions concernent d'autres thématiques. Juste avant de passer la parole à messieurs les garants pour un mot d'introduction, je vais vous dire juste un mot sur les règles du jeu pour cette soirée. L'objectif pour nous, c'est de récolter l'ensemble de vos remarques et de vos questions autour du projet, d'y répondre du mieux possible. Cette rencontre, elle est placée sous le signe de l'écoute, du dialogue, donc du respect à la fois des intervenants présents en tribune et également des divers avis qui pourraient s'exprimer dans la salle. Il y a également une question de respect des règles sanitaires. Nous vivons actuellement une période sanitaire qui nécessite un certain nombre de précautions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez des agents présents de part et d'autre de la salle si vous avez la moindre question. De conserver votre masque, de conserver également la distance d'1 mètre entre vous. Voilà, pour les principaux éléments. Un dernier point avant de laisser la parole à messieurs les garants, cette rencontre est retranscrite de façon visuelle par Internet. Elle est accessible via la plateforme et donc nous pourrons prendre également un temps au moment des questions-réponses pour voir s'il y a des personnes qui nous suivent, des internautes qui souhaiteraient également s'exprimer et poser leurs questions par voie dématérialisée. Voilà, je ne suis pas plus longue, je laisse la parole à M. Renou et à M. Quentin pour un mot sur leur rôle. Bonjour à tous, bonsoir et merci d'être présents. Donc je m'appelle Claude Renou, mon collègue Serge Quentin, vous l'entendrez à la fin, c'est lui qui fera la conclusion. La CNDP, la Commission nationale du débat public, est une entité qui existe déjà depuis un certain temps déjà, plus d'une vingtaine d'années, mais elle a pris vraiment un rôle primordial dans l'information du public depuis l'ordonnance de 2016. C'est-à-dire que depuis cette ordonnance de 2016, les dossiers importants, notamment en valeur, doivent être, on doit consulter, le maître d'ouvrage qui a le projet, le porteur de projet, doit consulter la CNDP afin de savoir si son projet doit être soumis à une concertation préalable, voire à un débat public. C'est donc une procédure relativement nouvelle, pour ça qu'elle n'est pas encore très connue, mais qui permet à ce moment-là, lorsque le dossier n'est pas encore dans sa finalité, c'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a une idée, mais toutes les études n'ont pas encore été faites, etc. Mais on est en amont d'un projet finalisé, ce n'est pas comme l'enquête publique où le projet est fini, tandis que là, le projet est en gestation. Et le public doit être informé déjà de ce projet. Ensuite, on l'invite à participer, c'est donc le rôle de la concertation, et surtout à contribuer, c'est-à-dire que l'idéal serait que ce projet se fasse en co-construction entre l'ensemble du public et le maître d'ouvrage. C'est l'idée première de ce principe. Notre rôle à nous n'est pas de mettre un avis sur le projet en lui-même, c'est de s'assurer et de voir avec le maître d'ouvrage, et notamment dans la mise en place des modalités de la concertation, que le public soit toujours bien informé et surtout que l'on fasse en sorte de l'écouter, qu'il puisse s'exprimer de toutes les manières possibles et et qu'en plus de ça, non seulement il va s'exprimer, mais ensuite on va l'entendre. Après, il est évident que nous, une fois que ces 6 semaines seront passées, nous ferons un bilan de cette concertation et ferons certainement un ensemble de prescriptions ou de propositions au maître d'ouvrage, lequel devra à ce moment-là, il faudra qu'il prenne une décision, et s'il ne retient pas des propositions ou des prescriptions que nous aurons proposées, il devra justifier pourquoi il ne les prend pas. Voilà, donc c'est une procédure où on a besoin de vous.
Et nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que vous puissiez vous exprimer. La devise de la CNDP, c'est vous donner la parole et la faire entendre. Et ceci est vraiment un leitmotiv très important. Juste une dernière chose sur le fonctionnement. La présentation du dossier, elle prend du temps parce qu'il faut quand même vous montrer les éléments les plus marquants. Mais derrière, il faut aussi que vous ayez le temps de vous exprimer. Donc, il est prévu environ donc 2 heures, donc jusqu'à 21 heures. Mais si ça doit durer au-delà, ben on ira au-delà. L'exemple d'hier, c'est que nous étions à Port-Saint-Père. On a fini, c'était 22h30. C'est un peu trop tard. Et pour éviter de finir aussi tard, nous demandons à chacun d'entre vous qui voudra s'exprimer de le faire de façon assez synthétique. Ne rentrez pas dans des explications trop longues. Posez bien vos questions ou vos observations, mais essayez d'être le plus concis possible afin que tout le monde puisse s'exprimer. Il n'est pas question qu'à la fin de la soirée, il y ait des gens qui disent « Ah ben oui, je n'ai pas pu m'exprimer ». Ça, c'est hors de question. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon débat. Merci, Monsieur le Garant, pour ces précisions. On vous propose d'introduire la séance par la vidéo de présentation du projet et de la concertation. Le département de Loire-Atlantique aménage, entretient et sécurise un réseau de 4300 km de routes départementales. 84 millions d'euros sont consacrés en 2020 à son entretien et sa modernisation. Parmi les routes gérées par le département, l'itinéraire entre Nantes et Pornic constitue un axe majeur pour le développement du sud-ouest de la Loire-Atlantique. Environ 13 000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe entre Port-Saint-Père et Pornic, et 25 600 au niveau de Boueil. Afin de répondre aux enjeux de sécurité et de desserte du pays de Ré, le département souhaite aménager l'ensemble de l'axe Nantes-Pornic à 4 voies. Aujourd'hui, sur les 40 km de l'itinéraire, 13 km sont déjà aménagés entre Bouguenais et Saint-Léger-les-Vignes et à Pont-Béranger. Les travaux de doublement de la déviation de Port-Saint-Père sur 4 km vont démarrer en 2020 pour une mise en service en 2024. Ensuite, il restera près de 23 km de 2 voies entre Port-Saint-Père et Pornic à aménager. Quel choix d'aménagement privilégié? Quelles opportunités pour les déplacements en pays de Ré? Votre avis compte. Pour cela, le département mène une concertation publique du 21 septembre au 4 novembre 2020. Mais au fait, c'est quoi une concertation publique? C'est vous donner la possibilité d'éclairer et enrichir les projets du département qui s'engagent à analyser chaque contribution et à restituer les décisions prises pour ce projet. Cette concertation est encadrée par 2 garants de la Commission nationale du débat public. Leur rôle est de veiller à ce que chacun puisse s'exprimer. Concrètement, comment participer à cette concertation publique? Différents outils sont mis à votre disposition. La plateforme participer.loire-atlantique.fr. Grâce à cette plateforme dédiée à la participation citoyenne en ligne, vous pouvez prendre connaissance du projet, donner votre avis, exprimer des propositions ou poser des questions. Des registres et permanences en mairie. Des registres sont à votre disposition en mairie pour donner votre avis. Une exposition et un livret de la concertation sont disponibles sur place pour vous informer. Des permanences sont également prévues en mairie de Port-Saint-Père et Chaumes-en-Ré. Les réunions publiques. Des réunions publiques sont programmées à Pornic, Boueil, Port-Saint-Père et Chaumes-en-Ré. Les ateliers. Pour aller plus loin sur les questions liées au déplacement, à la gestion du foncier et aux principes d'aménagement, 3 ateliers spécifiques sont organisés. Pour vous inscrire aux réunions publiques, ateliers et permanences en mairie, rendez-vous sur participer.loire-atlantique.fr ou appelez le 02 40 99 10 00. Très bien, donc à la suite de cette vidéo, ce que l'on vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord une présentation des enjeux et objectifs de l'aménagement. Je laisse pour cela la parole à Monsieur le Vice-président. Merci. Tout d'abord, merci à Monsieur le maire de nous accueillir dans cette belle salle à Chaumes-en-Ré. Bonsoir à toutes et à tous.
J'excuse le président qui n'a pas pu être présent ce soir, donc j'ai la lourde tâche d'assurer sa présence, on va dire ça comme ça. Alors tout d'abord, je voulais simplement dire que les déplacements, les mobilités, le département attache beaucoup d'importance pour ces mobilités. On sait que notre territoire, c'est un territoire dynamique. D'ailleurs, la Loire-Atlantique accueille 17 000 habitants supplémentaires par an. Donc on veut dire qu'il est attractif, ce territoire. Donc ça génère forcément des sujets de circulation, de flux, que ce soit pour les déplacements quotidiens pour aller au travail, que ce soit pour le monde économique, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les loisirs, etc. Donc c'est vrai que c'est un sujet important. On sait que sur cet axe, il y a eu quelques drames et c'est toujours très pesant d'avoir des drames lorsqu'il y a des morts. Et malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est 90-15% problème de comportement. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que si on était tous très respectueux des uns et des autres, eh bien, on devrait avoir beaucoup moins d'accidents que ce qu'on peut voir. Bon, ce n'est pas le cas, malheureusement, il faut faire avec. Il faut bien que le département il prenne sa part sur ce sujet-là, parce que quand on est touché dans sa propre famille, on est touché dans sa chair, et c'est vraiment dramatique. Donc le sujet, donc le département s'est emparé des problématiques, comme vous avez pu le voir sur cet axe, il y a eu des aménagements de sécurité importants, interdits de doubler, les 80 km/h qui avaient été décidés par l'État. Le département a souhaité maintenir ces 80 km/h, alors que bien d'autres départements ont fait le choix inverse, c'est de revenir à 90 km/h. Donc tous ces aménagements de sécurité, c'est pour sécuriser les déplacements de nous tous. Donc c'est ça le sujet. Mais on voit aussi qu'il y a des problématiques avec le flux. Vous avez vu 13 000 véhicules, voire plus, parce que ça, c'est la moyenne. Si on regarde juillet, août, c'est sans doute beaucoup plus, et les services pourraient sans doute l'évoquer plus que moi. Donc on voit bien que c'est un sujet à traiter. En même temps, il y a de l'agriculture qui traverse parfois d'un côté et de l'autre. Et donc c'est dangereux, j'entends aussi le monde agricole, mais pas que. Des entreprises, des artisans, etc. Donc on voit bien que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Et je dirais que les routes, c'est l'espace public le plus utilisé. C'est l'espace public le plus utilisé. Que ce soit avec une poussette, famille, qui vont mener les enfants à l'école, la route, c'est utilisé, même si on utilise les trottoirs, que ce soit à vélo, que ce soit en voiture, poids lourd, transport en commun. Donc on voit que toutes les mobilités eh bien, sont concernées par les routes. Alors très souvent, ce qu'on évoque aujourd'hui, lorsqu'on va aller travailler pour améliorer de la sécurité, faire des itinéraires, on va dire 2 fois 2 voies quand c'est nécessaire, etc., eh bien, il faut aussi prendre en considération les déplacements doux, les modes actifs qu'on appelle, c'est-à-dire piéton, vélo. Comment on traverse quand il y a une voirie importante, avec 13 000, voire des fois plus. Comment on traverse, comment les habitants vont pouvoir traverser en toute sécurité. C'est tout ça qu'on doit prendre en considération. Et la concertation, là, aujourd'hui, me semble très importante, et il y a eu, c'est la 4e réunion publique, et donc me semble très importante pour avoir les avis, questionnements. On peut avoir des avis différents les uns des autres. Ça se respecte pour tout un tas de raisons possibles. Des avis différents parce qu'on va juger qu'il n'y a pas nécessité de 2 fois 2 voies, parce que ça passe auprès de ma maison, parce que je ne vois pas l'utilité, on pourrait faire que des aménagements de sécurité comme on a fait, et puis ça peut être suffisant. Donc effectivement, on peut avoir des avis différents. L'important, les garants l'ont dit, c'est bien prendre en considération vos avis, vos questionnements, et de telle manière que le département il peut finaliser un projet dans des conditions d'intérêt général, je vais dire. C'est toujours l'intérêt général qui est recherché, ce n'est pas l'intérêt individuel, c'est l'intérêt général. Donc
Donc ça, c'est le sujet important. On est dans une concertation. Je crois que c'est une première de ce niveau-là sur la Loire-Atlantique. Et donc, vous avez la possibilité de vous exprimer. Et donc, le but, c'est de s'exprimer en se respectant tous. C'est la règle. Et je crois qu'il n'y a pas de souci. Jusqu'à maintenant, on a eu des très bons échanges, avec des avis différents, mais des très bons échanges. Donc, je vous souhaite de faire une très bonne réunion sur le sujet. Et on essaiera de répondre le mieux possible à vos questionnements ou à vos inquiétudes. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette remise en contexte. Je laisse à présent la direction des infrastructures entrer dans le détail de l'aménagement. Bonsoir. Je vais poursuivre en vous présentant ou en partageant avec vous quelques éléments de contexte par rapport au Pays de Ré et quelques chiffres, pardonnez-moi, du coup. Mais c'est assez illustrant pour la situation et je pense que c'est important effectivement de partager ces données. Première donnée importante, une donnée démographique sur le territoire du Pays de Ré qui consiste à considérer la croissance démographique qui a suivi le Pays de Ré entre 2012 et 2016 par exemple. Plus 1,7% par an d'habitants alors que la moyenne départementale était de 1,2%. Donc nous sommes bien effectivement sur un territoire aujourd'hui qui a suivi et qui suit toujours une croissance démographique plutôt plus forte que sur le reste du département. Première donnée. Deuxième donnée importante aussi, un territoire qui a suivi une croissance en termes d'attractivité touristique et de pratiques touristiques, plus 28% en 5 ans entre 2014 et 2017. Vous voyez, deuxième donnée de croissance de fréquentation. Troisième donnée, une donnée d'usage. Plus de 97% des ménages prétendent, de l'enquête sur les déplacements qui a été réalisée en 2015, prétendent donc posséder plus de 1 véhicule par foyer. Cela signifie aussi, majoritairement, une population possédant énormément de véhicules automobiles. C'est aussi une donnée significative par rapport au territoire départemental, puisque c'est 6% de plus que la moyenne départementale. Vous voyez ? Donc, dans ces deux données que je viens de vous indiquer, ou ces trois données plutôt que je viens de vous donner, on a deux indicateurs très importants, des données de fréquentation de ce territoire et de démographie qui sont croissants, d'une part, et des données aussi de possession de véhicules automobiles plus importants que la moyenne départementale. Il en résulte des chiffres que l'on constate sur la diapositive qui est projetée derrière moi, avec des croissances de trafic en 5 ans de plus 8,7%, très importantes, et des croissances de trafic qui se traduisent par des nombres de véhicules sur l'itinéraire Nantes-Pornic notamment, très importants. Plus de 26 000 véhicules par jour dans la première partie de la section d'itinéraire, et jusqu'à plus 35 000 véhicules par jour en période estivale de pointe. Ces trafics engendrent, comme vous pouvez le constater tous les jours, des bouchons, des difficultés de circulation, notamment aux extrémités et notamment sur les secteurs où il y a des variations de profil en travers de la route, entre une 4 voies et une 2 voies, et également des difficultés de circulation aux extrémités de l'itinéraire. Premier point. Deuxième point, sur les accidents. La période 2014-2018 a permis d'observer 25 accidents mortels, corporels, dont une période en 2017 avec 7 accidents mortels importants. Et l'observation que l'on fait sur ces données d'accidents, c'est que sur l'ensemble de l'itinéraire, les données d'accidents ne sont pas au-dessus de la moyenne départementale. En revanche, sur les sections à 2 voies, les données d'accidents, que ce soit de taux ou de densité d'accidents au kilomètre, sont très importantes et largement supérieures à la moyenne départementale sur les sections à 2 voies. Ce que vous connaissez, je ne révèle rien de particulier, simplement les chiffres que l'on peut observer en termes d'accidentologie permettent de bien confirmer le caractère accidentogène des sections comme Port-Saint-Père, le Pont Béranger, la déviation de Port-Saint-Père également, et puis la section entre Chaumes-en-Ré et Pornic notamment. Il en résulte une priorité pour le département qui est d'améliorer la sécurité déjà au quotidien sur cet itinéraire. Vous avez pu constater, ça a été dit,
des limitations de vitesse, mais donc ça c'est une règle nationale, la mise en place d'une ligne continue sur l'ensemble de l'itinéraire, partout c'est à 2 voies, l'aménagement provisoire de certains carrefours qui ont permis d'apaiser la circulation sur la route, déjà dans un premier temps, avant d'envisager d'autres aménagements. La proposition qui est faite par le département, c'est de compléter l'aménagement de cet itinéraire en le mettant en cohérence avec le reste de l'itinéraire qui est déjà aménagé et en le complétant par une proposition d'aménagement à 2 fois 2 voies. Cette proposition s'inscrit dans une vision de développement durable autant que possible. Ça a été dit aussi, l'objectif est de partager les usages et éventuellement d'influer sur les modes de déplacement. Je vais reciter encore l'enquête de déplacement de 2015 qui faisait le constat que plus de 63% des déplacements en Loire-Atlantique se faisaient sur moins de 5 km au quotidien. Moins de 5 km, c'est à portée de vélo quand on n'a pas besoin de transporter des gros volumes. Donc ça pose la question du mode de déplacement qu'on utilise pour chacun de nos déplacements et peut-être de l'évitement de la surcharge que l'on peut faire sur l'axe Nantes-Pornic au quotidien dans certains déplacements. J'ai oublié de préciser qu'en moyenne, les habitants du Pays de Ré, c'est aussi un des résultats de l'enquête de déplacement, se déplacent pratiquement 4 fois par jour, font à peu près 4 déplacements par jour. Vous voyez que c'est important, surtout si l'on considère que la priorité d'usage, c'est le véhicule automobile et le véhicule individuel, à usage individuel. Donc, l'objectif du département, c'est d'accompagner ou de desserrer les problèmes de circulation qui peuvent être constatés sur l'itinéraire, tout en visant à faire évoluer les parts modales. C'est un exercice assez difficile. Alors, faire évoluer les parts modales, ça veut dire aussi, en accompagnement de ce projet à 4 voies, pourquoi pas projeter des projets qui permettraient l'usage du vélo, en particulier, notamment entre des villages et des bourgs, la sécurisation de certains cheminements piétons et la sécurisation de dessertes locales ou de continuité agricole. Ça, c'est pour la partie développement durable sur la mobilité. Mais le développement durable du projet, c'est aussi la préservation des milieux naturels et des espaces agricoles. Le projet s'accompagne aussi de cette préoccupation. Je vais passer rapidement sur cette diapositive parce que l'essentiel a été dit. Sur ces 40 km d'itinéraire, le projet qui est soumis à la concertation concerne les 23 km restants aménagés. Pourquoi 23 km ? Sur cette diapositive, il y a 27 km d'indiqués. Il reste 27 km à aménager à 4 voies, mais 4 km sont d'ores et déjà prévus avec la déviation de Port-Saint-Père, le doublement de la déviation de Port-Saint-Père, dont les travaux vont démarrer dès cette année, en fin d'année. Donc, 27 moins 4, c'est pour ça que je parle de 23 km qui concernent exactement la concertation qui est démarrée depuis le 21 septembre. Projet dont l'objectif est une mise en service à l'horizon à terme à 2035, pour l'ensemble des sections, et dont le coût global est estimé à environ 150 millions d'euros. C'est encore une estimation, bien sûr, puisque son coût définitif pourrait varier des décisions qui résulteraient de la concertation publique et des autorisations éventuelles, et puis des scénarios qui pourraient être retenus. Qu'est-ce qu'une 4 voies ? Je dirais la réponse peut être simple, peut-être, mais c'est bien peut-être de se le rappeler ensemble. C'est d'abord considérer 2 chaussées séparées par rapport à une seule chaussée qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur Chaumaré, on en a une illustration assez classique, assez visible ou assez facile à imaginer, puisqu'on a déjà une partie, par exemple sur la déviation de Chaumaré, qui est déjà terrassée, prête pratiquement à accueillir la deuxième section. On me dit non dans la salle, mais juste symboliquement en termes d'image, ça permet d'illustrer en tout cas le propos. Donc, ça suppose de construire une deuxième chaussée avec un séparateur pour éviter les chocs frontaux. Ça suppose également, et ça c'est un point encore plus important, de supprimer les accès privés riverains directs sur la route. Et donc, ça suppose de travailler sur des dessertes autrement. D'accord ? Et ça suppose aussi de supprimer ou de fermer un certain nombre de carrefours et de les regrouper sur des échangeurs dénivelés, comme ça a été fait d'ailleurs sur la déviation de Chaumaré, avec un échangeur à chaque extrémité et pas d'accès intermédiaire. Voilà. Pour finir sur ce sujet d'ordre général d'aménagement à 4 voies, l'objet de la concertation publique, c'est d'une part de vous permettre de vous prononcer sur l'opportunité globale du projet et de ses enjeux,
de partager les alternatives, mais c'est aussi après de vous exprimer sur les différentes sections, puisque sur les différentes sections, il y a des propositions d'aménagement. Et c'est justement sur l'une de ces sections que l'on vous propose de faire le Zoom ce soir. Tout à fait, ça fait une transition parfaite avec la suite de notre soirée qui est le focus sur le secteur de Chaumes-en-Ré. Séverine, je vous laisse prendre la parole sur le sujet. Donc en fait, la section de Chaumes-en-Ré donc apparaît ici en section plus blanche. Donc en fait, on a la possibilité sur environ 4 km de doubler la déviation de Chaumes-en-Ré, puisque au moment de sa réalisation, des emprises avaient été conservées pour une mise à 2 fois 2 voies ultérieure. Donc on pourrait dans un temps, dans un moyen terme, donc avec une hypothèse de démarrage de travaux en 2024, doubler la déviation de Chaumes-en-Ré, sous réserve de réaliser des études réglementaires, et notamment d'obtenir une autorisation environnementale pour ce projet. Donc en fait, les enjeux pour ce créneau vont se situer notamment au niveau des échangeurs. Donc je vous les présenterai un peu plus tard. Donc pour l'instant, on a commencé en 2020 des études, notamment pour recueillir des informations faune-flore, puisqu'on doit faire ces inventaires sur une année complète. Sur le milieu humain, je vous présente rapidement le fonctionnement des 2 agglomérations d'Arthon-en-Ré et de Chéméré. Donc en fait, on a aux extrémités, au niveau des échangeurs, des zones d'activité qui se sont regroupées. Vous voyez également des équipements, des complexes sportifs. On en a un qui est situé au sud de la déviation et un autre qui est situé au nord pour Chéméré et qui est accessible par le biais d'un franchissement en passage supérieur. Vous avez également un projet de collège qui se situerait à proximité du complexe sportif d'Arthon-en-Ré. Donc vous voyez également que les arrêts de cars scolaires qui desservent notamment les 2 bourgs de Chéméré et d'Arthon-en-Ré. Et puis, vous avez également un parc de loisirs qui caractérise le paysage à cet endroit. Vous avez également au niveau des échangeurs des aires de covoiturage qui se sont installées. Donc en termes de fonctionnement routier, on a des traversées de la déviation qui sont possibles par les 2 échangeurs d'extrémité. Et puis on a également des traversées en passage supérieur sans échange au niveau du complexe sportif de Chéméré, le parc de la Picauderie. Et puis au niveau d'Arthon-en-Ré. En termes de paysage, ça permet d'avoir une approche aussi des différentes unités caractéristiques de Chaumes-en-Ré. Donc on a avant tout, visuellement, ce qui se voit depuis la déviation, c'est à la fois des paysages agricoles et puis les zones d'activité d'extrémité qui cherchent à être visibles. Le milieu agricole est encore très caractéristique de la commune de Chaumes-en-Ré, donc notamment avec la présence de prairies, de parcelles en céréales et de parcelles maraîchères. Et puis pour les habitations, on a plutôt un effet de masquage par rapport à la déviation, et notamment dû à la présence de merlons et également de plantations d'arbres. Donc, ce qui va être en jeu dans les études à venir, ça va être de savoir
comment préserver ces paysages. Et puis aussi, on aura sûrement à réintervenir sur des merlons existants pour les adapter au futur niveau de bruit de la déviation, puisqu'on anticipe des augmentations de trafic et puis également une augmentation de la vitesse. Donc on aura une étude de bruit à réaliser. On a commencé déjà à regarder l'état initial. Ce qui sera plus intéressant après, ce sera de regarder ce qui se passera dans le futur. Sur le plan de l'environnement naturel, donc vous voyez ici une carte de synthèse des enjeux. On a essentiellement 2 grosses zones rouges-orangées aux 2 extrémités du projet. Côté ouest, on a au niveau d'Arton, au niveau de l'échangeur d'Arton, on a des zones humides qui se prolongent d'ailleurs un peu plus à l'est. Et puis on a aussi un autre secteur de zone humide du côté de Chéméré, avec des prairies à joncs, qui sont des secteurs importants. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces zones humides, c'est que là, elles apparaissent très vivement sur la carte parce qu'on a élargi le secteur d'études. En réalité, dans l'emprise routière, on n'a pas autant d'impact que ça. Dans l'emprise routière, les zones humides ne se sont pas forcément maintenues. Donc en fait, on va avoir de l'enjeu essentiellement au niveau de l'échangeur d'Arton-en-Ré. Entre les deux, vous avez une petite bande rouge. Et en fait, elle correspond aux prairies calcicoles qui sont situées entre Arton et Chéméré. Et elle présente la caractéristique d'offrir une diversité floristique intéressante. Donc là, par contre, on aura un enjeu parce qu'on est dans l'emprise routière si on veut élargir. Donc on aura un enjeu de compensation. Donc sinon, on a repéré une espèce végétale qui est de protection nationale et qui se situe dans l'échangeur d'Arton-en-Ré. On a aussi des espèces de reptiles et d'oiseaux qui ont été recensés sur le secteur. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait défini les impacts encore. Tout dépend de la localisation des nids, de la localisation des gîtes. Donc on aura à regarder nos impacts de plus près. Alors sinon, le projet en lui-même. Donc la déviation, les enjeux vont se situer aux extrémités en fait. Si on veut un créneau qui utilise toute l'emprise disponible entre les 2 échangeurs, donc les 4 km disponibles, on est en fait obligé de prolonger un petit peu plus loin que les échangeurs l'épaississement de la route, parce qu'en fait on a des zones de rabattement à faire. Donc il y a 800 mètres à peu près de nécessaires pour réaliser ces rabattements. Donc en fait, les 2 impacts qu'il va y avoir, c'est qu'il va nous manquer un peu d'emprise foncière parce qu'au-delà des échangeurs, on n'a pas de surplus par rapport à la route actuelle. Et puis, on va avoir des coupures de desserte, notamment au niveau de Taïkou, où il faudra qu'on recherche des dessertes par l'arrière. Donc il y a Taïkou au nord, et puis au sud, on a des dessertes agricoles également qu'il faudra rétablir. Et de l'autre côté, c'est la même configuration de créneaux. Et du coup, les enjeux ils vont se situer au niveau du carrefour qui donne sur la Maison Neuve, qu'on ne pourra pas maintenir. Il sera trop près de la zone de rabattement. Et puis on va avoir aussi, il faudra bien caler les emprises par rapport aux habitations existantes. Donc vous voyez ici, c'est les grandes houes.
Donc voilà les enjeux sur lesquels on aura à travailler en fait sur la déviation de Chéméré. Donc on a des enjeux du travail sur le plan en lui-même et puis sur toutes les études d'environnement, études réglementaires. Donc ensuite on va entrer sur les échanges au niveau de la déviation de Chaumes-en-Ré. Alors ce sera à la fois des échanges sur l'opportunité du créneau, et puis sur les principes d'aménagement proposés, sur tous les détails qui pourraient vous interroger. Alors avant de commencer, je vous présente également tout à côté la section qui se trouve entre Chéméré et Pont-Béranger, parce qu'en fait, les études n'ont pas commencé, les travaux seraient dans un délai plus éloigné, mais on a quand même envisagé des variantes entre les deux sections. Donc la variante rouge, c'est l'aménagement sur place, donc on garde la route comme elle est actuellement. La variante rose, on fait un créneau de dépassement par le sud, et puis la variante bleue, on fait un dépassement plutôt par le nord. Donc c'est aussi à avoir en tête par rapport à la déviation de Chaumes-en-Ré. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui se veut succincte pour laisser un large temps aux échanges. Si jamais vous avez le souhait que l'on revienne sur une slide pour éclaircir un point, revenir sur une caractéristique plus technique ou de localisation, n'hésitez pas, on pourra réactiver des slides. Effectivement, la réunion de ce soir avait pour thème le doublement de la déviation de Chaumes-en-Ré. Néanmoins, la direction des infrastructures a souhaité également cette dernière slide de présentation de la liaison entre le pont Béranger et Chaumes, étant donné que ça peut également intéresser certains participants parmi vous. Voilà. Je vous propose que l'on en passe à présent au temps d'échange. Ce que je vous propose, c'est que l'on fonctionne de la manière suivante. Lorsque vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever bien haut la main. Ça nous permettra de vous voir et de vous passer un micro. Compte tenu du contexte sanitaire, on vous propose de ne pas toucher le micro. Voilà, pour des raisons évidentes, pour éviter qu'il ne circule. Et par ailleurs, n'hésitez pas à décliner votre identité. Alors, identité de façon succincte, si vous appartenez à une association, si vous êtes là en tant qu'habitant, vous pouvez également vous lever si vous le souhaitez. On va prendre 3 questions dans la salle. Ensuite, la maîtrise d'ouvrage répondra à vos questions. Et si jamais on a des questions de la part d'internautes, on prendra aussi un moment pour y répondre dans le courant de la soirée. Voilà, je ne suis pas plus longue, je laisse la place aux échanges. Donc déjà, on avait la main de madame qui se levait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, donc madame, peut-être monsieur, et ensuite madame au milieu. Donc je suis Dominique Chagnot, botaniste de l'association Bretagne Vivante. Donc, je voulais rappeler à Monsieur Légarand et puis à Monsieur Renoux que le scénario ne rien faire nous avait été évoqué quand on a rencontré Monsieur Légarand et que jamais ça a été évoqué publiquement ici. On peut très bien, la concertation préalable peut très bien aboutir à ne rien faire du tout. On est d'accord. Bon. Alors, je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit à la réunion à Pornic. Le patrimoine naturel de Chaumes-en-Ré-Arton-Chéméré, et puis, c'est un peu comme Machecoul, c'est une zone calcaire, et les zones calcaires en Loire-Atlantique, c'est extrêmement rare. Il y a plusieurs espèces. Alors, si patrimoine naturel de Chaumes-en-Ré, il y a au moins 6 espèces. Je peux citer le nom en latin, mais bon, ça va vous embêter. 6 espèces qui sont là uniquement à Chaumes-en-Ré, au niveau la seule localité départementale. Il y en a même une qui est la seule localité des Pays de Loire. Pour vous dire la richesse, mais souvent ce sont quelques pieds, quelques plantes, et puis même certaines 2 espèces que je n'ai pas revues depuis 2 ans. Donc il y a quand même un enjeu floristique, alors aussi faunistique, parce que je suis pas entomologiste, ni je m'intéresse un peu moins à la faune,
Mais il y a des enjeux très forts sur cette commune. Et depuis de nombreuses années, il y a eu des atteintes énormes à l'environnement. Je peux citer, j'en cite une, hein. C'est pas, par exemple au niveau de la déviation actuelle, il y a 2 espèces d'orchidées, il y avait une zone humide entre les 2 carrières, 2 espèces d'orchidées qui ont disparu lors de cette déviation. Et les mesures compensatoires, en 97, il n'y en avait pas. Hein, la séquence éviter, réduire, compenser, ça n'existait pas. Il y a eu d'autres atteintes, une belle prairie orchidée entre le bourg qui s'est lotie en 2006. Il y avait 100 orguis grenouilles, tout a disparu, ça s'est asséché, enfin bon, c'est énorme. Donc l'urbanisation, le maraîchage et puis les routes, ça fait des atteintes énormes au patrimoine naturel. Et puis, vous avez parlé de la plante protégée, vous pouvez la citer s'il vous plaît? L'espèce végétale protégée. Comment? Ranunculus ophomblosus, mais si vous voulez bien, on va prendre toutes les questions et ensuite on vous répondra. N'hésitez pas à synthétiser votre question et puis on y répondra à la suite. Quand on va sur le site de l'Adréal, alors je ne sais pas si les gens voient ici, c'est un peu petit, sur le site de l'Adréal, eh bien, il y a une ZNEF de type 1, à Chaumes-en-Ré, et elle chevauche la déviation à 2 endroits. Donc ça veut dire que pour les aménageurs et pour les élus, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention. S'il y a une ZNEF de type 1, c'est-à-dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie d'éviter le plus possible d'aménager. Donc voilà. Donc moi, ce que je propose comme scénario, c'est on ne fait rien sur Chaumes-en-Ré. Je trouve qu'on peut très bien laisser 2 voies sur Chaumes-en-Ré. Alors, bon, j'avais pensé aussi aux compensations lors de l'atelier, mais les compensations, les résultats sont souvent peu probables, peu efficaces. Bon, voilà. Donc... Très bien. Donc, votre remarque porte à la fois sur les enjeux que vous citez et sur... Est-il bien mis au débat également l'opportunité? Et vous-même, vous vous positionnez contre... Non, mais moi, je suis contre cette loi au niveau secteur de Chaumes-en-Ré pour la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'était cité. Bon, voilà. Très bien, c'est clair. Si ça vous convient, on va passer la parole à une autre personne. Mais effectivement, on a bien noté votre remarque. Donc, monsieur qui souhaitait s'exprimer. Oui, alors bonjour, Michel Le Guyadère. Je suis l'animateur du Conseil des sages sur la commune de Chaumes-en-Ré. Et je suis également riverain de cette future déviation. Vous avez parlé tout à l'heure du collège. Malgré tout, je voudrais bien revenir dessus. Ce collège va se trouver sur le secteur d'Arton-en-Ré, là où il y a déjà l'école publique, l'école privée, la cantine, le complexe sportif et le pôle santé, un pôle santé. Donc, manifestement, ça va faire des afflux de circulation très importants, on va dire 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. L'inquiétude que j'ai, la crainte, c'est que, parce que le collège, normalement, si tout se passe bien, va ouvrir en 2024. La crainte que j'ai, c'est qu'on se dise, après tout, l'aménagement de circulation qu'il va falloir faire pour ce collège, on verra ça en même temps que le 2x2 voies. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt anticiper, quitte, alors moi je ne suis pas spécialiste bien sûr, mais quitte à trouver une solution adaptée au réseau actuel et adaptable au réseau futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pris en compte aujourd'hui? D'accord, donc votre question porte sur la concordance entre ces 2 calendriers, dessert du collège et projet de doublement de la déviation, c'est bien noté. Et nous avions madame au centre de la salle qui souhaitait également poser une question. Je vais peut-être être un petit peu longue, mais enfin j'avais envie de communiquer là-dessus. Donc Véronique Écuer, j'habite au Clion-sur-Mer et je suis adhérente au collectif de la Bernerie, le Temps des Cerises. Nous réfléchissons entre autres sur les déchets et sur le transport. J'habite au Clion depuis 25 ans, entre Chaumes-en-Ré et Pornic, à 200 mètres de la RD 751. J'ai pris ma voiture pendant 10 ans pour aller travailler à Rezé, car les horaires de train et de bus ne correspondaient pas à mes horaires de travail. À l'époque, je n'avais pas de problème de circulation. Je pouvais aller, venir, pas comme il y a en ce moment. J'ai eu un accident sur la 2x2 voies au niveau de Sainte-Pazanne, donc on appelle Pont-Béranger. Quand on fait le trajet tous les jours, on pense souvent à autre chose au volant. J'ai perdu le contrôle de ma voiture.
À 110 km/h, on ne maîtrise plus rien. Voilà maintenant 12 ans que je travaille à Saint-Nazaire. Je prends le bus Lila, qui est maintenant à Léop. Je sais maintenant c'est la région qui s'en occupe. Je crois que ça existe depuis 2002. Il y a eu beaucoup plus d'augmentation, enfin de fréquence et d'horaires au niveau des bus, puisque je ne peux pas prendre le train pour aller à Saint-Nazaire. Je remercie quand même déjà M. Grosvalet peut-être d'avoir un peu plus accéléré tout ça, mais enfin, je pense qu'on pourrait quand même déjà développer les transports en commun, en train, en bus. Parce que prendre la voiture, quand on dit qu'il y a 2, 3, 4 personnes dans une maison qui vont prendre leur voiture pour aller travailler, il y a peut-être d'autres façons aussi de faire. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial. Depuis 2009, les employeurs paient la moitié de l'abonnement de transport des salariés. Souvent, les salariés ne sont pas au courant. Donc, je suis pour les transports en commun, je suis donc contre la 2 fois 2 voies. Des aménagements de la RD 751 depuis 25 ans ont permis le contournement de Boueil, Port-Saint-Père et Chaumoret. Bon, ce qui est, je trouve, bien. Le 24 septembre, j'ai participé à l'atelier, donc 24 septembre, il y a une semaine, comment concilier aménagement routier et espace naturel et agricole. Les échanges étaient intéressants. À Matam, nous avons dit que le passage à 80 km/h, vous en avez parlé tout à l'heure, et la bande blanche empêchant les voitures de doubler, le rond-point qui se trouve entre Port-Saint-Père et Pont-Béranger, ce sont des mesures sécurisantes. Où j'habite, je suis obligée automatiquement de traverser la voie pour aller chez moi quand je viens de Pornic pour aller chez moi. En fait, quand je traversais, il y avait des pointillés comme quoi les gens pouvaient doubler derrière moi. D'ailleurs, j'ai eu aussi un accident. C'est vrai que la voiture, on n'est pas à l'abri d'un accident, parce que je tournais pour aller chez moi et quelqu'un doublait. Il avait le droit, mais il doublait un peu trop vite et m'a pris, en fin de compte, quand je doublais. Donc là, déjà, de mettre une ligne blanche, c'est quand même, je trouve, très, très important. Faire des ronds-points, comme par exemple au niveau de la direction pour aller sur la Bernerie, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi. Je pense que sur cette route, on peut faire des choses que de faire une 2 fois 2 voies. Voilà, donc... oui, enfin, je n'ai pas tout à fait fini. Alors, autre chose, donc, pour l'histoire des terres agricoles, des zones humides, donc déjà, de faire la 2 fois 2 voies, c'est quand même... je ne sais pas comment ça va se passer, bon, aussi pour les agriculteurs, et puis aussi pour la faune, pour la flore et tout ça. Où va-t-on pouvoir se garer? Enfin, toutes ces voitures qui vont arriver à Pornic, sachant qu'à Pornic, il n'y a pas de stationnement. Déjà, moi je sais, cet été, je n'y vais même plus en voiture, j'y vais en vélo, parce que je sais que je ne peux pas me stationner à Pornic. Toute cette voiture, parce que ça va engendrer beaucoup, beaucoup de voitures, donc où est-ce qu'ils vont aller se garer? Voilà. Et puis, donc aussi, je pense que l'augmentation de la population va être encore plus importante, comme vous avez dit, dans le Pays de Ré. Et les élus nous disent que l'agglo de Pornic a des restrictions au niveau du PLU et du SCOT. Moi, franchement, si ils ont besoin d'avoir un peu plus d'habitants, je pense que les constructions vont se faire quand même. Voilà, c'est tout. D'accord, merci. Donc c'est une intervention avec de nombreuses sous-questions et de nombreux sous-points. Ce que je vous propose dans ce cas, c'est qu'on laisse... Oui, Monsieur Renoux, vous souhaitiez intervenir ? Un, deux. Ah, voilà, ça y est. Juste une petite précision pour la première intervenante concernant ne rien faire. Dans les slides qui ont été présentés, à chaque fois, donc pour les secteurs concernés, c'était marqué sur l'opportunité. À partir du moment où il y a un débat sur l'opportunité, ça veut dire qu'on peut débattre sur le projet, mais aussi sur son opportunité, c'est-à-dire le réaliser ou ne pas le faire. C'est la même chose que de vous dire on ne fait rien. Dès l'instant qu'on débat sur l'opportunité, c'est qu'on peut ne rien faire. Voilà, c'était juste une précision. Bon, c'est bien.
Mais merci effectivement de le repréciser. On affiche la slide du coup qui, pour le coup, le note par écrit, et c'est également donné dans l'ensemble des documents de concertation qui sont en votre possession. Merci messieurs les garants pour ce rappel. Donc, pardon ? Je voulais bien intervenir sur l'avis de madame. Je crois que le département, ce qu'il faut dire, j'entends ce que vous avez dit, et le département, par rapport à l'environnement, il met tout en œuvre pour essayer d'attendre vers le zéro artificialisation. De tendre vers, parce que quand on dit tendre vers, l'idéal c'est d'arriver à zéro, mais je reste toujours prudent en disant ça. Donc c'est tendre vers zéro artificialisation. Donc déjà c'est travailler sur effectivement le côté environnemental. Si on dit ça, c'est pour essayer de préserver notre environnement, notre cadre de vie. Je partage. Hein, le département est engagé aussi sur les corridors écologiques, notamment sur des ouvrages d'art qui existent aujourd'hui. Eh bien, comment préserver la faune, la flore dessus. Donc on est engagé là-dessus. Effectivement, éviter, réduire, compenser, plus on évite, mieux c'est. Là, je partage complètement. Hein, je partage complètement. Mais on voit bien que dans tout aménagement, malheureusement, on sait les impacts. Et en même temps, si vous faites un aménagement du territoire, comme je le disais l'autre soir, l'aménagement du territoire, ce n'est pas une collectivité seule. C'est toutes les collectivités ensemble, mais c'est aussi les habitants. Comment on fait pour, justement, éviter de prendre trop sur l'espace, le foncier. C'est à nous tous. À nous tous. Il y a eu des années, personne responsable, mais il y a eu des années où on faisait construire, on avait 3000 mètres carrés de terrain. C'est prendre du terrain et l'envoyer pour son jardin, etc. Je respecte. Je veux dire, c'était comme ça. Aujourd'hui, on est bien dans une démarche de densifier davantage, mais de l'organiser. Donc c'est un aménagement du territoire. Donc voilà ce que je voulais dire. Parfait, merci. Donc nous avions également plusieurs questions à la fois sur la question de la desserte et de la concordance avec la desserte du collège, et également une question sur le développement de la desserte en transport en commun qui serait pour madame à privilégier, ainsi que les mesures sécuritaires, des questions sur le stationnement notamment à Pornic, et à la fin de votre intervention madame, on notait également des questions sur la maîtrise de l'urbanisation associée à l'infrastructure. Bon, sur le collège, on est sur une temporalité qui est un petit peu différente entre les deux projets, effectivement, puisque le collège, comme vous l'avez cité, l'objectif est d'une mise en service en 2024, alors qu'au mieux, dans le cadre du projet routier, nous serions dans un démarrage de travaux en 2024. Ça s'explique par le décalage de planning que l'on peut voir aujourd'hui. Très concrètement, nous sommes actuellement côté département, dans un concours d'architecture et donc d'affectation de mission de maîtrise d'œuvre qui sera fait avant la fin d'année 2020 pour une définition du projet de collège, alors que pour tout projet routier, qu'il soit fait ou pas, en tout cas, nous sommes qu'aujourd'hui à la concertation publique. Au-delà de cette échéance, pour le projet routier, ça signifie quoi ? Ça a été cité tout à l'heure par Séverine Charrier. Cela suppose pour le département de réaliser des études. Enfin, une fois si on prend l'hypothèse, je prends des précautions pour Mme Chagnot, si on prend l'hypothèse qu'un principe d'aménagement est retenu, cela suppose pour le département de poursuivre ses études d'impact, de finaliser des dossiers dits réglementaires pour les mettre à l'enquête publique en vue d'une autorisation réglementaire environnementale et d'une déclaration d'utilité publique. Dans tous les cas, ces enquêtes publiques pourraient avoir lieu au mieux courant 2021 en vue d'une autorisation et d'une déclaration d'utilité publique début 2022. C'est déjà un calendrier très optimiste. Au-delà de cela, il faut envisager, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en même temps que ces enquêtes publiques, il y aurait aussi des enquêtes parcellaires. Donc ça suppose d'avoir un projet bien défini et des emprises bien définies pour pouvoir mener toutes ces enquêtes publiques en même temps en 2021. Au-delà de cette échéance de 2022, cela suppose d'engager les études plus détaillées,
la préparation des consultations d'entreprise et surtout les procédures d'acquisition foncière qui prennent très régulièrement 1 an et demi à 2 ans. Donc dans le meilleur des cas, on est sur un démarrage des travaux en 2024 et donc un décalage des échéances. Ça veut dire quoi effectivement? Ça veut dire qu'il faut poursuivre le travail sur ces 2 projets, veiller à une certaine cohérence, quelles que soient les conclusions qui peuvent être faites par rapport à la concertation qui nous occupe ce soir. Et ça veut dire aussi qu'il faut prévoir, entre guillemets, un plan B pour le collège. Parce que l'opportunité, comme on a dit, elle est posée. Si jamais la décision est de ne pas développer un aménagement à 4 voies de la déviation de Boueil, ou de ne pas faire d'aménagement routier en tout cas, ça veut dire qu'il faut que le collège fonctionne lui-même. Voilà. Alors pour cela, nous travaillons quand même. Le département ne travaille pas seul. Il y a le projet d'infrastructure routière d'un côté, il y a le projet bâtimentaire du collège. Le département travaille avec la direction de l'éducation nationale, mais travaille aussi avec la région et va travailler aussi avec Pornic Agglomération pour la définition des grands principes de transport scolaire et du périmètre d'ailleurs de la carte scolaire pour définir les besoins et les circuits de circulation des cars. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, effectivement, vous posez la question du problème de convergence de 2 projets. Il faudra y veiller pour assurer effectivement le fait que ce collège puisse bien fonctionner à son ouverture, alors même que nous n'aurons pas forcément toutes les réponses finales pour la desserte. Vous aviez également plusieurs... alors, c'était davantage des remarques, mais sur la question des développements de transport en commun. Transport en commun, effectivement, hein, c'est un sujet qui nous préoccupe. Bien que nous ayons plus la compétence des transports interurbains, c'est la région. Donc mais juste une petite histoire là-dessus. On avait des lignes de transport justement interurbains et ces transports sur, par exemple, Ancenis, etc., sur ce secteur-là. Eh bien, on avait une personne dans le car, dans le bus. Et donc, on peut se poser la question quand on dit, est-ce qu'il faut maintenir, est-ce qu'il faut... Donc, on faisait de la publicité, etc., mais on n'avait qu'une personne. Et à un moment donné, quand on dit, tiens, on va la supprimer, tout à coup, on en a 2 ou 3. Alors la problématique des transports en commun, oui, nous on est d'accord de développer, de favoriser le transport en commun qui n'est pas de notre compétence. Mais ça n'empêche qu'on peut travailler sur toutes les mobilités en travaillant sur la route. Pourquoi pas, comme ça, d'évoquer une voie dédiée au bus? Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Pourquoi pas une voie dédiée aux covoitureurs? On fait des expérimentations sur Nantes, hein, avec Nantes Métropole. On va essayer de le faire, on va voir ce que ça donne. Hein, on va tester. Donc pourquoi pas? Et je crois que c'est toutes les mobilités. Le train, c'est la région, c'est pas la SNCF, mais la région. Donc on n'est pas compétent là-dessus. Donc je reste prudent. Je suis complètement d'accord qu'il existe des lignes de train. Ça a été développé. Je rappellerai que des lignes de train ont été maintenues grâce à une association d'élus, de communes, pour maintenir les lignes de train Nantes-Pornic, Nantes-Saint-Gilles, bien qu'à un moment donné, Nantes-Pornic, elle était pratiquement supprimée à réouverture. Mais ça existait, ça a été défendu. Donc c'est quelque chose qui nous paraît important de continuer à essayer de défendre. Et je partage sur les transports en commun le plus possible, effectivement, les covoitureurs. Monsieur Renaud disait tout à l'heure sur les déplacements, il y a à peu près 5 millions de déplacements par jour. 5 millions à peu près par jour. Il a dit, M. Renaud, tout à l'heure, sur le pourcentage, 63% sur le Pays de Ré, c'était la voiture. Sur le département, si on transporte le taux d'occupation dans une voiture, c'est 1,3 grosso modo. Taux d'occupation. Si on passait à 1,5, on transporterait autant de passagers que sur Nantes Métropole. Alors, vous voyez, ce que ça veut dire, c'est que si on arrivait à faire du covoiturage, c'est compliqué, on a tous des horaires différents, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas occulter les déplacements. Tous les déplacements possibles, il faut les prendre en considération. Je partage. Concernant l'aménagement de sécurité,
On a eu le rond-point de fait à la Paternière à Port-Saint-Père. Il y a eu la ligne continue, blanche, avec des petits plots dans le milieu pour le bruit et pour interpeller les usagers. En même temps, on a fait une commission de sécurité routière d'itinéraire. Donc on a eu les élus, la gendarmerie, etc. Et il est prévu un rond-point supplémentaire sur Tartifume, par exemple, qui devrait être en cours, sauf qu'on se heurte au foncier, à l'achat du foncier, donc c'est en train de se régulariser a priori, donc tant mieux. On a eu un autre rond-point où vous évoquez la route de la Bernerie qui est prévue, qui devrait commencer assez rapidement. Et puis il y a un autre rond-point qu'on a pour l'instant avec les élus locaux, et donc on l'a mis en attente, c'est au port, là, c'est la route de la Bernerie au port, là où il y a le radar. Donc là, il y en a un autre qui est prévu, mais qui n'est encore pas acté, parce qu'il y a quelques sujets encore à travailler, à réfléchir. Et donc, avec tous les élus, on a décidé d'attendre encore un peu celui-là. Mais les autres, ils vont normalement être faits. Si on règle le problème de foncier, eh bien, ça doit se réaliser. Et c'est vrai que si je regarde la Paternière, ça nous a été dit hier soir, eh bien, que ça apaise et que ça ne bloque pas la circulation, ça reste fluide. Ça a été dit hier soir à Port-Saint-Père. Et donc, c'est plutôt intéressant. Mais l'aménagement de sécurité, c'est un aménagement de sécurité routière qui est provisoire quelque part si on fait une 2 fois 2 voies. Si l'opportunité de ne pas faire une 2 fois 2 voies, comme ça a été dit, eh bien, ils seront faits, ils seront réalisés, donc ça servira. Donc voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, enfin hier, mais qu'effectivement, quand on fait des 2 fois 2 voies, quel est le risque? Eh bien, c'est d'avoir une urbanisation qui s'éloigne encore plus de Nantes et qui va permettre aux gens de dire bah, ça va aller beaucoup plus vite pour aller à Nantes. Et on va arriver au périph'. Qu'est-ce qui va se passer au périph'? Imaginez, le bouchon, ça ne changera rien. Donc il faut être clair là-dessus. Je ne suis pas dupe, mais je sais comment ça va se passer. Donc voilà, c'est le dire. Quand on a des 2 fois 2 voies, on a tendance à s'éloigner de notre lieu de travail pour tout un tas de raisons qui se respectent. Je ne veux pas débattre là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Merci pour ces éléments. Madame, si vous souhaitez reprendre la parole, on va vous amener un micro. Ce que je vous propose juste avant, c'est que l'on prenne d'autres expressions et on vous repassera la parole juste après. Oui, j'avais noté que vous aviez la question des parkings à Pornic, mais ça rejoignait en partie ce que M. Charrier vient d'expliquer sur les questions des 2 bouts de la voie. Non, enfin, simplement sur les parkings à Pornic, le département n'a pas forcément compétence. En fait, ça renvoie à une concertation entre Pornic Agglomération Pays de Ré et le département sur la gestion des circulations. Si on parle de parking et d'aires de covoiturage ou de réflexion de mutualisation des modes ou de lieux de concentration des modes de transport en commun, que ce soit du transport par autocar ou lié à la gare, ces réflexions doivent faire le lien entre le département et Pornic Agglomération Pays de Ré. Tout à fait. Juste que j'aurais pu rajouter qu'il y a un contrat de réciprocité sur les mobilités entre Pornic Agglo Pays de Ré et Nantes Métropole, et le département s'inscrit dans cette démarche-là aussi. Donc, vous voyez, c'est en commun, je l'ai dit tout à l'heure, un aménagement de territoire, si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Merci pour ces éléments complémentaires. Je vous propose que l'on prenne d'autres questions de la salle. Il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer. Alors, 3 ici, je ne vois pas d'autres mains se lever, donc on peut prendre déjà les 3 questions des personnes situées à gauche. Bonsoir, Pauline Guénec. Je suis investie au sein des associations, notamment côté Arton, sur l'espace de vie sociale et le centre de loisirs. Je partage les inquiétudes de Michel étant sa voisine quant au collège, et je partage également des questions sur le bruit, puisque le bourg de Chaumeré, que ce soit la partie Arton ou Chéméré, est très proche de l'actuel départemental. Et vous parliez de Merlon tout à l'heure, mais moi j'en ai pas vu. En tout cas, il y a toute une partie qui est vraiment à nu face à la route. On peut observer la route de très loin. Donc, opportunité ou pas de faire cette route, dans tous les cas,
qu'est-ce qu'on compte faire pour le confort de vie qui se dégrade d'un point de vue sonore d'année en année? Merci pour cette question précise sur les nuisances sonores et les merlons. Madame? Oui, bonjour. Alors, Juliette Huclier, moi je parle en temps... Ma question va être très brève parce que Madame a posé la question que je voulais vous poser sur le bruit. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Et là, je suis très usagère de cette route puisque je vais travailler à Rezé, donc je suis usagère tous les jours de cette route. Je ne vois pas, en ce qui me concerne, le confort réalisé pour faire une 4 voies, étant donné que je la prends moi et que je connais les bouchons et je sais où ils sont. Et à l'heure où on parle d'écologie, je trouve que c'est une aberration totale de faire une 4 voies à 110 km/h alors qu'on parle de réduire la vitesse de la voiture. Et je partage les positions sur le transport en commun. Par contre, je me pose une question et je vous la pose à vous, messieurs. Dans le cadre de l'opportunité, je vois qu'on est quand même assez peu. Pourquoi il n'y a pas un vote plus général sur des questions aussi importantes qui nous concernent sur nos usages, un genre de mini-référendum pour savoir ce que tout le monde en pense? Merci pour cette intervention et cette question sur le processus de décision. On va prendre une dernière question de monsieur qui est juste au deuxième rang. Bonjour, Jean-Marc Lortillois, je suis habitant de Chaumoret. Bon, en préambule, je voudrais dire que les diapositives sur les aménagements n'étaient pas visibles. Il faudrait éteindre les premières lampes quand vous passez le diaporama. Bon, ça, c'est un préambule. J'imagine que les zones de rabattement, notamment sur Pornic, seront directement impactées par les scénarios de tracé sur Pornic. Parce que j'imagine que vous étudierez l'ensemble du tracé avant de définir les zones de rabattement, puisque notamment au niveau du port, suivant quel tracé on prend, ce ne sera pas pareil. Et puis une dernière chose, pourquoi pas faire une voie cyclable sécurisée, je veux dire dans les aménagements. Pour deux raisons, c'est que pour l'instant on ne peut pas faire de vélo entre Chaumoret et Pornic, et alors c'est très dangereux, enfin j'en connais pas beaucoup qui le font, hein. Donc ce serait très bien. Et puis aussi, dans le cadre de la réflexion du collège, suivant la carte scolaire, les communes qui seront donc rattachées à Chaumoret, il serait peut-être intéressant aussi de voir justement cette liaison cyclable. Voilà, merci. Merci. On peut peut-être prendre une quatrième question avant d'en passer aux réponses. Monsieur souhaitait s'exprimer. Jacques Chevalier, Cheméret. Concernant les merlons anti-bruit, il y en a un en face les brosses. C'est très efficace lorsque vous habitez à proximité du merlon. Au loin, ça ne fait rien du tout. On l'a constaté sur les différentes habitations. Et la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, ces merlons, les végétaliser comme on a sur les périphes de Nantes? Il y a des grandes plantations. Et est-ce que ça a une efficacité? Je n'en sais rien. Mais Très bien, merci pour cette question complémentaire qui complète les deux autres interventions sur la thématique du bruit des merlons et de la maîtrise des nuisances sonores. Il y avait également une question sur les voies cyclables et sur les zones de rabattement, ainsi qu'une question plus liée à la procédure avec la proposition d'un vote, ou en tout cas la question posée d'un vote de type référendum autour du projet. Peut-être, messieurs les garants, vous souhaitez intervenir sur cette question sur la procédure? Oui. Oui, je crois, puisqu'il me semble que la dame s'adressait à nous. Alors, les choses sont simples. On est dans un pays où on demande aux gens de voter pour certaines choses, et maintenant on va jusqu'à, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, c'est donc on vous donne aujourd'hui la possibilité de vous exprimer sur un projet qui est un projet, qui aujourd'hui c'est l'idée donc de faire cette 2 fois 2 voies et qui est depuis déjà très longtemps, je crois, hein, ça doit faire au moins 20 ou 25 ans que ce projet il est dans les... Et là, on vous donne l'occasion de vous exprimer.
vous parlez donc d'un référendum. Alors, déjà, la loi permet à une collectivité, je dis bien une collectivité territoriale, c'est-à-dire que ça peut être une commune, ça peut être un département, ça peut être de consulter, mais c'est une consultation, c'est pas un référendum. Le référendum, c'est national, mais c'est une consultation, sachant que quel que soit le résultat de la consultation, la collectivité territoriale, elle peut en prendre acte et respecter, ou comme elle peut ne pas le faire. Mais là, on n'est pas dans cette démarche. Nous sommes dans une démarche, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est réglementaire. Aujourd'hui, une concertation pour un projet de cette ampleur, puisqu'on a donné les chiffres tout à l'heure d'environ 150 millions, ça fait l'objet d'une concertation. Donc, à moins que le département souhaite plus tard faire une consultation de sa population, ça, c'est pas... Mais là, nous, on n'est pas dans le cas. Il ne faut pas mélanger, si je peux me permettre, il ne faut pas mélanger les choses. Là, il faut vous exprimer, vous donner votre avis. On revient tout à l'heure, comme a demandé Madame, là, donc de discuter sur l'opportunité du projet, mais ce n'est pas un vote. Après, ça va être l'ensemble des contributions que tout le monde va faire, où le conseil départemental va prendre des décisions en fonction du résultat de cette concertation préalable, quoi. Ça vous satisfait? Bon, parfait. Peut-être je voudrais enchaîner sur le bruit pour répondre aux questions précises de ce que l'on ferait en matière de bruit. Toujours pareil, suivant l'issue de la concertation publique. Bien sûr, si l'issue est de ne rien faire, il n'y aura pas d'étude de bruit. Si l'issue est de faire quelque chose, un projet nouveau, cela suppose, conformément à la réglementation, d'avoir des études d'impact et des mesures de niveau sonore en fonction des habitations existantes sur le secteur et de définition de protection phonique. Voilà. Donc, le projet, de toute façon, abordera, si le projet se poursuit, abordera ces questions de bruit et prendra en compte les habitations qui sont préexistantes. Pour répondre au monsieur, je souhaiterais confirmer aussi une chose concernant ce qui était dit tout à l'heure sur les merlons. Et c'est aussi vrai pour les écrans, d'ailleurs. Les protections phoniques sont efficaces quand elles sont positionnées au plus près de la route, quelle qu'elle soit. Et elles sont efficaces pour les habitations qui sont situées les plus proches derrière ces protections. Le bruit, sinon, passe au-dessus des protections phoniques et retombe derrière. Il n'y a pas de secret. Et effectivement, c'est sans doute ce que vous mentionnez, c'est que lorsque une habitation se situe à des distances de l'ordre de 50 ou 100 mètres derrière des protections phoniques, à ce moment-là, effectivement, on ressent beaucoup moins l'efficacité de cette protection phonique. Elle est là quand même, mais elle est beaucoup plus nuancée en termes d'efficacité. Le plus efficace, c'est vraiment de traiter le bruit à la source. Alors ça se traite comment? Ça se traite au niveau des véhicules déjà, ça se traite au niveau des revêtements aussi, parce que les revêtements ne produisent pas forcément les mêmes niveaux de bruit, et ça se traite en ayant des protections phoniques les plus efficaces possibles immédiatement aux abords de la route. C'est vrai que pour les habitations les plus distantes, ça limite l'efficacité. Vous aviez une autre question concernant la végétalisation. Cette végétalisation est importante parce qu'elle permet aussi de masquer la circulation des véhicules. Et c'est vrai que l'effet visuel a un impact assez important aussi sur le mental et sur notre mental. En revanche, je suis désolé de vous le dire, il me semble que c'est honnête de le dire, les études n'ont pas démontré d'efficacité en termes de bruit d'avoir un écran paysager au-dessus des merlons. Ça a par contre un intérêt quand même, c'est que ça permet aussi de mieux intégrer dans le paysage avec de la végétation. Si je peux me permettre un petit complément, effectivement, une 2 fois 2 voies, en général, on les met à 110, mais on n'a pas d'obligation. On peut les mettre à 90. Si vous prenez la route bleue, on a harmonisé. Alors, il y a quelques endroits où c'est du 70 ou du 50, mais on a essayé d'harmoniser, on a mis à 90. Donc, effectivement, on peut le faire. Effectivement aussi, ce qu'on peut dire, c'est que quand on réduit les vitesses, on réduit sensiblement le bruit aussi. Donc, c'est des questions
qui peuvent se poser. Pour l'instant, souvent on voit du 110, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, on peut aussi se dire, pour le bruit, qu'est-ce que ça donne d'impact sur le bruit, et de baisser la vitesse. Donc voilà, donc, ça peut participer également. Mais il faut rester relatif. Hein, ce n'est pas non plus 50 décibels parce qu'on va baisser de 20 km/h. Voilà. Oui, vous allez compléter. Oui, pour les liaisons cyclables, effectivement, c'est un enjeu fort du département. Je crois que le département avait mis 2 millions d'euros, il a multiplié par 2, puis il rajoute encore 2 millions, donc c'est un enjeu fort du département. Après, dans les pistes cyclables, il n'y a pas que le département, il y a les collectivités locales qui doivent travailler aussi, et le département peut accompagner les communes par des subventions. Donc effectivement, c'est un enjeu. Vous avez évoqué tout à l'heure sur le collège. Effectivement aussi, le département il est dans une démarche de sécuriser, d'assurer des déplacements vélo ou à pied vers les collèges. Et ça, c'est un sujet aussi qui fait partie du débat au niveau du collège. Ça fait partie du débat au niveau des routes. Ça doit être systématiquement pris en considération. Il y a 20 ans, on ne prenait pas ça en considération. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein, donc c'est clair, il faut. Et je redis une chose, c'est que la route, ça doit se partager. Et se partager, c'est nous tous, on doit faire des efforts. Quand on est en voiture, eh bien, ça peut être la voiture un engin mortel, et on le voit. Quand on est à pied, si on prend une voiture, c'est clair que le piéton, il a beaucoup plus de chances que celui qui est dans la voiture. Mais je crois qu'on doit se partager la route. Ce n'est pas parce qu'on est à pied qu'on doit se permettre tout. Ce n'est pas parce qu'on est à vélo qu'on doit se permettre tout. Ce n'est pas parce qu'on est en voiture qu'on doit se permettre tout. On doit dire que sur la route, on peut avoir quelqu'un d'autre. Et donc, on doit se partager la route. Et ça, j'insiste souvent, partage de la route. Voilà, donc c'est de la pédagogie, c'est tout un tas de choses, mais ce que je peux dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Sur le réseau cyclable, je voulais ajouter quelque chose. En fait, vous citez la politique cyclable départementale engagée depuis 2017 au département. Aujourd'hui, le réseau cyclable départemental, c'est 476 km à fin 2019. Donc on a encore continué en 2020. Ce réseau cyclable a pour objectif de constituer un maillage départemental, et je reviendrai après sur le Pays de Ré, et de définir en priorité des tracés, lorsque c'est opportun, des tracés qui soient utiles au quotidien. C'est-à-dire dès qu'on se rapproche de zones de besoin de déplacement immédiat du quotidien, zone de commerce, zone de centre-bourg, zone de collège, pourquoi pas, comme vous le citiez, effectivement, nous essayons de rechercher les tracés les plus efficaces et les plus attractifs pour des déplacements à vélo au quotidien. Et plus particulièrement sur le Pays de Ré, il y a déjà un certain nombre d'itinéraires qui sont aménagés sur le littoral, le long de la Loire, on les connaît, la Loire à vélo, Vélo Odyssée ou Vélo Océan pour ceux que vous connaissez, effectivement. Mais il y a aussi en réflexion sur ce territoire un itinéraire depuis plus de 2 ans à la concertation aujourd'hui avec les 2 intercommunalités de Sud-Estuaire et de Pornic Agglomération et l'ensemble des communes concernées sur une liaison entre Sainte-Pazanne et Paimboeuf. Il se trouve que cette liaison traverse le territoire de Chaumes-en-Ré et justement sur ce secteur-là, le résultat de la concertation qui a été engagée depuis plus de 2 ans, comme je le disais, nous invite à envisager un tracé qui soit au plus proche, et sinon empruntant une grande majorité de l'ancienne voie ferrée entre Paimboeuf et Sainte-Pazanne. Je le mentionne, cela fait débat aussi, puisque ça fait potentiellement concurrence à la réouverture d'une voie ferrée. On reste toujours dans les questions des mobilités. En tout cas, en attendant la potentielle réouverture de cette voie ferrée, ce qui est proposé, c'est de l'aménager en tant que voie cyclable, et elle pourra participer, bien sûr, à la desserte éventuelle de ce collège, en partie. Après, ça ne suffit pas, ce réseau cyclable départemental à lui seul. La proposition qui est faite par le département, c'est de poursuivre ce travail de discussion avec les intercommunalités qui ont aussi une compétence de mobilité, notamment Pornic Agglomération,
et de poursuivre en définissant un maillage complémentaire à ce réseau qui constitue une première trame. Ce maillage complémentaire a vocation effectivement à encourager aussi ces déplacements utilitaires. Et le département propose, dans le cadre de son soutien financier, de subventionner l'aménagement de ces projets communaux ou intercommunaux qui viennent en complément de cette trame cyclable. Et l'objectif, effectivement, est de petit à petit constituer un maillage intéressant pour permettre l'attractivité du déplacement à vélo. Merci. Je crois qu'il y avait également une question, en tout cas une remarque concernant les zones de rabattement en lien avec les scénarios vers Pornic. Si je me souviens de l'intervention de monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez le cas... Oui, c'est ça. Monsieur, est-ce que vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît? Scénario du tracé entre Chaumenray et Pornic va impacter sans doute le tracé de la zone de rabattement, puisqu'on ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, mais peut-être avez-vous une idée du tracé futur entre Chaumenray justement et Pornic. Et on ne va pas faire, j'imagine, des aménagements sans voir déjà ce qu'on va faire après, dans le futur. Bon, c'est toujours difficile de deviner le futur. Nous n'en sommes pas plus capables que tout à chacun. En fait, le découpage de ces sections a été organisé de telle manière que ce soit le plus optimisé possible par rapport à ce que l'on connaît de l'actualité. Alors donc, effectivement, tel que ça a été décrit tout de suite, la limite de ce doublement de la déviation de Chaumenray tel qu'il est proposé là, c'est justement un rabattement à 4 voies immédiatement après l'échangeur, pour des raisons de géométrie et de sécurité routière. Mais il propose bien de ne pas aller plus loin parce que l'on ne sait pas ce que peut être l'avenir potentiellement des rabattements sur la route bleue ou vers Pornic. Voilà. Mais il ne s'agit pas de compromettre l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre plutôt des scénarios qui sont proposés sur Pornic-Chaumenray. Je profite justement aussi de votre remarque sur la qualité des diapositives pour dire que bon, c'est vrai que la projection n'est pas toujours très évidente. En plus, nous sommes sur des projets linéaires qui font plusieurs kilomètres et du coup, ça passe assez mal sur une diapositive en zoomé. Je profite pour rappeler que finalement, les variantes, toutes ces variantes sont disponibles sur la plateforme de concertation, la plateforme de participation qui est organisée par le département sur Internet. Et vous pouvez télécharger les fichiers sur vos ordinateurs de manière à pouvoir les zoomer comme vous le souhaitez et avoir une très bonne qualité des variantes. Il s'agit pour nous d'être bien compris dans les variantes qui sont proposées. Merci pour l'ensemble de ces compléments. Nous allons prendre une nouvelle salve de questions ou de remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ça peut être des questions, mais ça peut également être des points de vue. Oui, monsieur. Monsieur avec le t-shirt rouge au fond de la salle, voilà. Rondeau Pascal, exploitant agricole. Alors, je suis exploitant agricole au niveau de Chaumenray, Pont-Béranger, où il y a la double voie actuellement. Alors aujourd'hui, j'ai accès à la double voie, mais seulement accès pour aller travailler de l'autre côté. Vous dites que partager, mais moi je ne partagerai pas la route après. J'aurai plus accès. Vous allez supprimer les accès des voies privées et communales à cette double voie, je comprends bien. Mais comment on va faire, nous, pour aller travailler de l'autre côté? Et il y aura sûrement des voies parallèles. Ça, je suis contre ces voies parallèles qui prennent encore du terrain agricole. Alors, ma question, c'était, va-t-il avoir des concertations sur des endroits assez précis pour traverser les routes? Comment faire? Il va falloir faire des concertations peut-être aussi avec les autres agriculteurs et les ruraux, parce qu'il va falloir passer dans la campagne avec nos matériels agricoles aussi, et puis ça va être dangereux aussi pour nous, quoi. Voilà, c'était surtout la concertation pour les traversées de route, pour passer de l'autre côté, quoi, de la voie, si elle se fait un jour. Bon, ça sera peut-être pas pour moi, je serai en retraite, mais jeune agriculteur, quoi. Voilà. Merci pour votre question. Je crois que, oui, juste à droite. Oui, bonsoir, Serge Rousseau de Pornic. En fait, je reviens un peu sur l'objectif, en fait. Si j'ai compris, c'est pour améliorer la fluidité,
réduire les bouchons. Hein. C'est bien ça, hein. C'est vraiment vertueux, on est content, tout le monde vient, et puis tout le monde part tranquille, quoi. Et en fait, si on fait les bonnes analyses en termes de trafic induit, elles sont souvent, comment dirais-je, sous-estimées, et puis 10 ans après, on revient à la case départ, les bouchons sont de retour. Et j'ai vécu 4 ans dans la région d'Arcachon, et on retrouve un peu un modèle comme ça, celui de la route qui va de Bordeaux à la côte. Alors, vous passez par Arcachon, au début, on a fait aussi, il y a eu des difficultés, on a fait de la 4 voies, tout allait bien, maintenant il y a des bouchons en permanence, il y a 10 km de bouchons, ou 20 ou 30, c'est phénoménal. Et puis il y a l'autre accès pour aller à la côte aquitaine, c'est par le nord, pour aller au Cap Ferret. Et là, il y a des bouchons, c'est pareil, mais par contre, ils ont laissé le même modèle que sur Pornic. Donc, sauf que la seule différence que je vois, c'est que sur Arcachon, il y a eu un développement économique plus important, et en fait, ça n'a pas vraiment apporté grand-chose, si ce n'est ça a amené davantage de monde et davantage de souffrance, je dirais, aux locaux, et qu'à Cap Ferret, quelque part, eh bien, ils se contentent d'une circulation qui est un peu plus difficile, mais ceci dit, les locaux, les riverains, ils trouvent leur compte. Voilà. Donc, je me demande si on ne se trompe pas d'objectif et si on ne nous met pas en bateau, voilà, tout simplement. Merci. Merci. Est-ce qu'une autre personne souhaite s'exprimer? Oui. Monsieur, on va vous apporter un micro tout de suite. Oui, j'avais juste une question, à savoir quel était l'impact, quel était le bilan carbone de l'ensemble de ce projet, aussi bien pendant la construction que sur ses conséquences sur l'augmentation du trafic. Très bien, merci. Donc, une question précise sur le bilan carbone. Nous avons également une question sur les impacts agricoles en termes de traversée de fonctionnement et donc quelle concertation ciblée pourrait avoir lieu, et également un questionnement sur les objectifs du projet. Est-ce que l'objectif de fluidité pourrait être atteint? Je voyais, monsieur, que vous leviez la main. Oui, on va prendre votre question et ensuite on en passera aux réponses du département. Oui, Bruno Griot aussi, agriculteur comme mon voisin, mais sur le secteur Pornic, le Clion-sur-Mer. Deux, trois choses quand même sur l'opportunité, enfin, sur Pornic, par rapport au collège, hein, monsieur Le Guyader a parlé d'accès au collège et aux écoles. Pornic, on a un bel exemple d'un carrefour, et c'est aussi la responsabilité du conseil départemental et de la commune de Pornic et de la Comcom sur le collège-lycée de Pornic, où c'est les jolis bazars, c'est très dangereux, et les accès sont pitoyables, quoi, en fait. Que ce soit à vélo, en car, et les heures école, début d'école, embauche et débauche, c'est une catastrophe. C'est étonnant qu'il n'y a pas plus d'accidents que ça, quoi. Et il y aura la même chose à Chaumarec, on aura le collège en plus du reste. Hein, voilà. Juste sur l'accès, parce que je suis sur la D67, donc ça fait partie... voilà, j'ai été président de l'ACUMA de Chaumarec, de Pornic, enfin, qui était à Chaumarec, à Arthon. Et on a déménagé l'ACUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, qui regroupe des agriculteurs. Hein. Il y en a à Chéméré, mon voisin est le président, là. Et il y en a à Arthon, secteur Pornic. Hein. Et on a déménagé du centre-bourg pour aller en campagne, être au plus près des agriculteurs et que la circulation des engins agricoles n'impacte pas et ne soit pas dangereuse pour le centre-bourg, quoi. Du coup, cet objectif-là a été atteint. Mais si on nous remet des 4 voies, parce qu'il y a des projets dans le scénario ouest, Arthon-Pornic, sur la D67 ou la D66, on va retomber dans cette chose-là, quoi. Et puis, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur les exploitations, hein, sur les sièges d'exploitation, parce que ça coupe des exploitations. Les routes, déjà, coupent des exploitations en deux. Aujourd'hui, on peut passer à travers la route, on peut circuler sur la route, comme on peut circuler sur la route bleue, parce qu'elle est limitée à 90, il y a des accès. Il y a des coopératives, hein, par exemple, il y a une agence Terrena à Arthon où on livre du grain, il y a une agence Terrena où on livre du grain au Pont Béranger. Si on ne peut plus circuler sur la route, où passe-t-on? Si un engin agricole ne peut plus aller sur la route, on va faire des contrevoies. On va encore entamer
du foncier pour faire des accès pour des engins agricoles, quoi. C'est aussi tout ça qui est en cause. Juste sur l'accès bout de la 4 voies ou l'éventuel qui reste en 2 voies, mais qui pourrait être quand même un petit peu plus pratique, notamment pour l'accès sur la route des Moutiers, qui serait quand même beaucoup moins dangereux que le carrefour qui existe actuellement au niveau de Taïkou, ça serait quand même de faire un accès dans la zone artisanale, commerciale d'Arton-en-Ré, goudronnée, qui rejoint en toute sécurité la route des Moutiers, la D67, quoi. C'est quand même assez simple, ça ne coûte pas beaucoup de pognon que de faire des projets à 150 millions d'euros sans dérapage financier, et ça sécuriserait déjà un petit peu plus. Vous avez parlé des ronds-points à Tartifume, à la route de la Bernerie, quid de la route du carrefour à l'entrée de Pornic, qui pourrait accéder à l'ancienne route qui fait la Bernerie, le Clion-sur-Mer, qui serait quand même quelque chose de sécurisé là aussi, parce qu'il y a des gens qui traversent en vélo, en 2 roues, enfin en scooter, etc. Donc c'est aussi ces routes, et la sécurité passe par les gens qui, au quotidien, traversent ces routes-là, quoi. Et les ronds-points, c'est vrai, et ça a été prouvé sur le rond-point qui a été fait, la route du Pèlerin à Sainte-Pazanne, c'est quand même quelque chose de sécurisant, quoi. Le fils de mon voisin est décédé à cet endroit là-bas, et il ne serait peut-être pas décédé aujourd'hui s'il y avait eu ce rond-point, quoi. Et dernier point, quoi, comment on fait pour aller en vélo de Chaumaret à Pornic en sécurité? Il n'y a pas de ligne continue à ce niveau-là, quoi. Merci monsieur pour ces remarques complémentaires qui concernent davantage la section après Chaume, entre Chaume et Pornic. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse le département répondre à ces 4 interventions. Je vais me permettre de répondre intervention concernant les bouchons. Ce n'est pas une 2 fois 2 voies si l'opportunité de faire une route 2 fois 2 voies, c'est avant tout sécuriser les déplacements. Ce n'est pas pour résorber les bouchons, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que si on faisait une 2 fois 2 voies, on aura des bouchons en arrivant sur Nantes avec le pont de Cheviré, etc. Ça c'est clair, je n'irai pas dire le contraire, on le sait, j'y vais régulièrement, je sais bien la problématique. Hein, j'y vais presque tous les jours aussi, donc c'est avant tout sécurité des déplacements. Donc il n'est pas, on ne va pas aller sur... Alors après, ça peut améliorer peut-être de la fluidité, ça peut... Oui, mais avant tout, sécurité. C'est le sujet. J'avais une autre... La bande blanche est suffisante. Ah mais, oui, mais bande blanche, si on a fait des choses... J'ai entendu le monsieur, effectivement, sur des giratoires... si on ne fait rien, l'opportunité, on veut rester... Il faudra encore améliorer des secteurs. Ça, c'est clair. J'entendais le monsieur, effectivement, il avait raison tout à l'heure de dire l'agriculture, comment on fait. Je me suis exprimé, je l'ai dit là-dessus. C'est un sujet important à prendre en considération. Il y a les exploitants agricoles, il n'y a pas que. Il y a parfois des artisans, il y a parfois des particuliers qui ont besoin de traverser la route. Donc on doit tout prendre en considération. Et c'est l'intérêt d'une concertation, parce que vos inquiétudes, vos remarques sont notées et il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc voilà. Oui, je peux témoigner aussi de ce que nous entendons par dans d'autres secteurs au niveau des rencontres. Il est souvent mentionné que la ligne continue à participer, enfin, à un sentiment en tout cas de sécurité nouveau par rapport à l'aménagement qu'il y avait avant. C'est vrai qu'il est un peu trop tôt, parce que ça fait moins d'1 an que tous ces aménagements ont été mis en œuvre, trop tôt pour tirer des conclusions. Les données statistiques d'accidents sont tellement variables potentiellement d'une année à l'autre, et qu'un accident tragique peut vite bousculer un peu les statistiques. Donc il faut prendre un petit peu de recul. En tout cas, le sentiment général, semble-t-il, que l'on relève, est plutôt un sentiment de
plutôt de sécurisation de l'itinéraire en l'état actuel, effectivement. Par contre, il y a des éléments qui sont relevés aussi sur la circulation. Je rejoins toujours la question de la mobilité que vous avez évoquée, à savoir qu'il est souvent mentionné que c'est un peu plus compliqué, par contre, du fait de l'interdiction de dépasser, de circuler sur l'itinéraire quand on se retrouve derrière une voiturette ou derrière un engin agricole, parce qu'il n'y a pas de capacité de dépassement et ça peut durer plusieurs kilomètres. C'est une expression qu'on a entendue, donc qui est aussi à prendre en compte dans nos réflexions. Et puis une autre réflexion que l'on a entendue et à laquelle on n'avait pas forcément pensé au premier abord, c'est que la sécurisation de certains carrefours permet d'autres possibilités. Vous savez que tout à chacun aussi utilise aujourd'hui des GPS pour se déplacer, Waze ou d'autres, je ne veux pas faire de publicité, mais on connaît tous certains outils très efficaces. Et l'aménagement de ces carrefours a contribué à une chose, effectivement, certes, c'est de sécuriser et de pacifier ou d'apaiser le trafic et la vitesse de circulation sur les itinéraires et de permettre des traversées plus faciles, donc de limiter les accidents. Mais ça a un effet collatéral, on nous l'a cité aussi dans d'autres rencontres en concertation, qui permet finalement l'usage d'autres itinéraires. C'est-à-dire que l'itinéraire de Nantes-Pornic est saturé à certaines périodes, notamment en entrée vers Nantes ou pour aller vers la côte dans l'autre sens. Et du coup, l'aménagement ponctuel de ces carrefours permet finalement d'utiliser d'autres itinéraires qui permettent de shunter les zones de bouchons sur l'itinéraire. Et donc maintenant, nous nous retrouvons aussi avec d'autres secteurs, d'autres riverains qui ne sont pas forcément du bord de la route départementale de Nantes-Pornic, qui viennent effectivement se plaindre de circulation très abondante avec des véhicules qui roulent très vite dans des traversées de villages sur des petites routes départementales qui ne sont pas prévues pour cela. À Bougnay par exemple, mais sur plein d'autres secteurs, sur Chaix-en-Ré, sur tout le secteur finalement du Pays de Ré. Je souhaiterais répondre sur la section de Pont-Béranger-Chaumes, parce que deux questions ont été abordées, en fait, notamment sur les circulations agricoles. Effectivement, alors comme ça a été dit tout à l'heure dans les présentations, la section Pont-Béranger-Chaumes est moins étudiée à ce stade que la section du doublement de la déviation de Chaumes-en-Ré. 3 variantes de tracé ont été esquissées pour, je dirais, presque lancer les échanges, lancer les débats, mais l'échéance de réalisation d'un tel projet est plus lointaine aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui sur un premier temps de concertation, que les études sont vraiment lancées en concertation avec le monde agricole, avec la Chambre d'agriculture, avec laquelle nous avons l'habitude de travailler, et puis pour travailler sur le fonctionnement des exploitations en place et permettre des rétablissements par des ouvrages, sans doute. Vous demandiez quel type de solution pourrait être envisagée. Des ouvrages ou un ouvrage bien situé qui permettrait de franchir la voie pour le fonctionnement agricole. Tout en évitant effectivement ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un résultat qui nous inviterait ensuite à réaliser plein de voies parallèles un petit peu partout qui viendraient consommer encore un peu plus d'espace sur le milieu agricole. Voilà. C'est effectivement la contrepartie d'un aménagement à 4 voies par rapport à ce que vous disiez d'un maintien d'un aménagement à 2 voies. Certaines interventions étaient davantage de l'ordre des avis. Par contre, il y avait une question sur l'impact carbone. Oui, il y avait une question sur le bilan carbone qui a été posée aussi la semaine dernière en réunion d'ouverture. Nous avons répondu la semaine dernière que pour le moment, effectivement, alors, pour qu'un projet déjà puisse faire l'objet d'une évaluation et d'une estimation et donc d'une étude d'impact, il faut déjà qu'il soit défini. Aujourd'hui, nous sommes sur le temps de la concertation publique. Nous ne le connaissons pas finalement encore, le projet. Il y a une proposition, le bilan de la concertation et les enseignements qu'en tirera le département permettront de définir un projet. Et c'est sur la base de ce projet que les études seront poursuivies avec une étude d'impact. Et cette étude d'impact permettra d'évaluer effectivement l'impact du projet. Pour le moment, nous n'avons donc pas de bilan carbone. Effectivement, juste pour compléter, mais le département aujourd'hui, quand on intervient sur le revêtement sur des voiries, aujourd'hui, on met en place avec les entreprises des expérimentations du liant biosourcé. Donc pour avoir, parce que c'est un système qui peut être coulé à froid, c'est moins de
de réseaux d'énergie, de chaleur, etc. Et donc, on met ça en place, on essaie de le faire de plus en plus, des expérimentations, et on espère aller dans ce sens-là. Alors là, effectivement, sur l'impact carbone, ce n'est pas sur ce sujet que vous vouliez évoquer, mais le département essaie de réduire l'impact carbone rien que sur l'entretien de ces routes. Et sur des chaussées neuves, ça peut être la même chose. On peut évoquer la réutilisation sur place avec un système de chaux, etc. C'est-à-dire qu'on décompacte la terre dessous et on met un système de lien et c'est recompacté et ça évite de mettre trop de cailloux, donc moins de transport. Donc, vous voyez, donc c'est tout un tas de systèmes où le département essaie de mettre en place. Puis je relisais mes notes, du coup, pardonnez-moi, mais il y a un monsieur dans le fond qui conseillait l'aménagement d'un accès, je crois, entre la zone d'activité de Chaumaré, c'est bien ça que j'ai compris, et la route départementale 67, c'est bien ça. Bon, du coup, c'est un petit peu, enfin, je situe quand même le secteur, hein, mais vous devez avoir une proposition très très précise. Je vous invite précisément à la mentionner dans une contribution, qu'elle soit sur Internet, sur le site participer.loireatlantique ou sur un registre en mairie, comme toutes les autres interventions, pour qu'on puisse bien les collecter, toutes ces propositions. On peut vous apporter un micro, monsieur, vous allez préciser. C'est juste qu'il existe aujourd'hui un carrefour qui va être bloqué au niveau de Taïkou, et que beaucoup de gens passent par ce carrefour et tourne à gauche dans ce carrefour. C'est hyper dangereux pour aller vers la route des Moutiers et prendre la direction Moutier, et dans le sens contraire, alors qu'il y a un échangeur complet au niveau de la zone artisanale, et que dans cette zone artisanale, il y a une voie qui aujourd'hui n'est pas totalement goudronnée et qui dépend du département quand même. L'aménagement, c'est la CELA qui le fait de la zone artisanale commerciale. Bon, il y a le maire de Chaumaré, il pourrait parler aussi sur ce sujet-là, avec peut-être s'il y avait quelqu'un à Pornic, mais enfin, ou les discussions qu'il peut y avoir avec la Comcom là-dessus, parce que ça pourrait être quelque chose qui sécurise à pas cher, et que ça soit agricole ou pour les gens qui prennent la route des Moutiers, et qu'on supprime cet accès au niveau de Taïkou, qui est de toute façon dangereux, et s'il n'y a pas une mort, là encore, c'est un miracle. Très bien, merci. Cette remarque est notée, elle sera bien notée au compte rendu. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui souhaitent prendre la parole avant que l'on conclue? Donc monsieur et madame juste ici. Donc il y a deux personnes. Levez bien haut la main pour que les co-animateurs puissent vous voir. Merci. Alain Médrin, conseiller municipal de Chaumaré, retraité agricole. Je voulais savoir, pourriez-vous être plus précis sur le rond-point futur? Est-ce que c'est Tartifume ou Malara? Et puis, je voulais savoir s'il était prévu une réserve foncière pour les exploitations qui seraient lésées sur le projet. Merci pour ces deux questions. Madame, vous souhaitiez intervenir également? Oui, mais là, bon, les questions qui ont été posées autour répondent en grande partie à ce que je voulais dire. Et c'est en particulier sur la sécurisation de la route. Là, la zone la plus dangereuse, à mon avis, c'est à partir de Bouguenais sur Nantes, puisque maintenant, je vous assure, pour être riveraine au port, au village, le fameux village du port, où il y a le radar, souvent tagué, mais quand même efficace, même tagué, on s'aperçoit quand même, pour y habiter, qu'il n'y a quand même pas eu d'accidents graves. Il y en avait tous les ans, tous les mois d'été, des accidents extrêmement graves, et c'était régulier tous les week-ends. Là, il faut avouer que les aménagements qui ont été faits suffisent largement. Si c'est pour avoir des gens qui roulent beaucoup plus vite et un goulot d'étranglement à Pornic, dans le style de ce qu'il y a à Nantes maintenant, franchement, ce n'est pas la peine. Je crois, laissez-nous comme on est très bien comme ça. Très bien, merci. Donc pour ce point de vue, plus qu'une question, est-ce qu'il y avait une ou deux personnes qui souhaitaient s'exprimer avant que le département réponde et que l'on conclue ce temps? Non? Très bien, donc je vais laisser le département répondre en particulier sur les deux questions de monsieur. Effectivement, j'ai dû dire Tartifume tout à l'heure, donc c'est une erreur de ma part, je m'en excuse, c'est Malara. Hein, vous faites bien de reposer la question. Et sur la deuxième question,
la réserve foncière. La deuxième question, c'était sur les réserves foncières. Le département essaye, à partir du moment où il y a un projet d'aménagement, je pourrais citer un autre exemple tout à l'heure, autant que possible de constituer des réserves foncières lorsque c'est possible. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a des opportunités d'exploitation agricole ou autre, en lien avec la SAFER éventuellement, le département peut missionner effectivement la SAFER pour prendre en charge des réserves foncières qui pourront effectivement constituer des surfaces qui pourront être restituées ensuite au milieu agricole et permettre de compenser en large partie les emprises foncières d'un éventuel projet routier. Voilà. Alors c'est une pratique qui a été effectuée sur de nombreux projets dans le département. Dans le secteur, par exemple, sur la déviation de Machecot, il y avait une centaine d'hectares en réserve foncière qui ont été constitués au fil des années et qui constituaient largement plus que l'emprise elle-même du projet routier. Merci pour ces éléments complémentaires. Je vous propose que l'on en passe à la dernière partie de la rencontre. À la dame, oui, si je peux me permettre. Bien sûr. Effectivement, sur l'histoire du port, on peut effectivement dire que le radar a joué, etc. Les aménagements jouent aussi sur la sécurité. C'est la raison pour laquelle, quand on a fait la commission de sécurité d'itinéraire, qu'on a reporté un petit peu cet aménagement. Donc c'est la raison pour laquelle. Donc simplement pour vous dire, voilà où on en est. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas quelque chose à un moment donné. Mais aujourd'hui, on a reporté. On a dit que ce n'était pas une priorité. Voilà. Merci pour ces éléments complémentaires. Je laisse à présent la parole à Madame Brosseau pour vous dire un mot sur les différentes modalités qui s'offrent à vous pour participer, poser vos questions et contribuer à cette concertation d'ici au 4 novembre prochain. Eh bien, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Donc, bienvenue sur la plateforme de participation du département. Je vous propose une petite visite guidée, pour ceux qui étaient déjà en réunion précédemment et qui l'auront déjà eue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? En fait, c'est une possibilité supplémentaire qui vous est offerte à la fois pour vous informer tout au long du projet et également pour vous exprimer et donner votre avis donc en ligne. Comment ça marche? Bien, la plateforme elle est structurée selon 6 onglets. Présentation et en savoir plus sont plus particulièrement dédiés à l'information, tandis que l'onglet contribuer et questions-réponses sont les lieux où vous pouvez vous exprimer. Le suivi de projet permettant de vous tenir informé en fait des actualités tout au long de ce projet, pas seulement pendant d'ailleurs la période de concertation. La page présentation vous donne les informations générales avec des liens, des vidéos, du texte et des premières cartes, tandis que l'onglet en savoir plus détaille de manière très approfondie le dossier avec notamment le dossier de concertation et les vues aériennes que vous pouvez voir en grand en cliquant dessus, télécharger. Tous les contenus de la plateforme vous sont accessibles à tous et à toutes. À partir du moment où vous allez vouloir en revanche contribuer, il faut vous inscrire une première fois. Alors, comment faire si ce n'est déjà fait? Écoutez, je vous engage en fait à noter un nom, que ce soit un pseudo, que ce soit votre propre nom ou le nom de l'association ou de l'organisme au nom duquel vous voulez vous exprimer. Votre adresse mail, un mot de passe et confirmer dans votre boîte mail que vous avez bien fait cette démarche. À partir de là, il vous suffira de votre mail et du mot de passe que vous aurez choisi pour vous connecter. Ça vous permet de faire plein de choses et notamment de participer. Alors, je passe l'onglet rencontre parce que si vous êtes là, en fait, pour la plupart d'entre vous, vous êtes très bien débrouillés pour vous inscrire en ligne et d'autres seront passés par le standard. Pour deux manières concrètes de vous exprimer. Un onglet contribuer, c'est votre avis argumenté pour, contre, passer plutôt par-ci ou par-là et pourquoi
ne pas faire ceci ou cela. C'est vraiment vos suggestions, vos avis, vos arguments qui feront l'objet d'un bilan, et c'est ce bilan qui viendra éclairer finalement la décision publique. Donc on n'est effectivement pas sur un vote, mais bien sur un bilan d'arguments. L'onglet, lui, questions-réponses, c'est l'idée que vous puissiez obtenir des réponses du maître d'ouvrage pendant la durée de la concertation. Vous en avez eu ce soir. Vous pouvez, à l'issue de la réunion, continuer à avoir des questions, les poser en ligne, et là, il y a un engagement du maître d'ouvrage à vous répondre pendant la durée de cette concertation. Si vous voulez être notifié, être averti des actualités sur le projet, eh bien, il suffit, une fois que vous êtes inscrit, de suivre le projet sur la page présentation en cliquant sur ce petit bouton vert avec clochette. Également, vous pourriez, à la lecture de questions que d'autres personnes que vous-même auraient posées, être intéressé pour connaître la réponse du maître d'ouvrage. Inutile de la poser une deuxième fois. En revanche, vous pouvez suivre cette question et du coup, vous serez notifié dès lors que l'on publiera la réponse en ligne. Voilà, vous dire que je ne peux que vous engager à aller sur la plateforme, à la découvrir, à naviguer et bien sûr à participer, et que vous avez une vidéo pour vous aider et une page d'aide, et puis que bien sûr le service à l'adresse et au numéro qui s'affiche également à votre disposition en cas de besoin. Comment vous pouvez encore participer? C'est en participant aux rencontres. Il y a eu 5 réunions publiques de programmées, il en reste une à venir, c'est celle qui tirera les premiers enseignements la veille de la fin de l'ouverture aux contributions, donc le 3 novembre à Pornic. Et également encore 2 ateliers sur les 3 qui étaient programmés, ça se passera dans cette salle-ci, et c'est un travail contributif, contrairement au format dans lequel nous sommes aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective autour de questions. La première, quels aménagements entre le pont Béranger et Pornic? La deuxième, qui a fait aussi pas mal l'objet déjà de contributions aujourd'hui, quelle mobilité autour de l'axe Nantes-Pornic? Donc là, votre expérience du terrain, votre connaissance, vos réflexions, certains ont dit participer à des associations et se mobiliser sur ces questions-là, tout ça serait très utile pour réfléchir aux mobilités sur le Pays de Ré. Enfin, il y a des agents du département qui viennent dans les mairies localement et qui vous proposent de vous rencontrer pour discuter très finement, j'ai envie de dire, de votre situation, si vous êtes riverain du projet par exemple, ou pour mieux pouvoir discuter autour de grandes cartes puisqu'il y a une exposition de l'ensemble du projet. Donc vous avez tout ça dans le livret au niveau des créneaux. L'ensemble de ces rencontres se fait sur inscription pour les raisons de situation sanitaire que vous connaissez. Voilà, vous pouvez soit téléphoner, soit vous inscrire en ligne à toutes ces rencontres. En résumé, pour vous informer, vous avez un dossier de concertation qui est sur la plateforme et disponible aussi en mairie à consultation. Vous avez le livret qui vous a été remis aujourd'hui, des panneaux d'exposition en mairie, la vidéo que vous avez vue. Je ne reviens pas sur l'ensemble des rencontres. Et vous pouvez contribuer, poser vos questions, donner votre avis, faire vos suggestions sur les registres papier, dans les 6 mairies et dans un des bâtiments du département, pas l'hôtel du département, mais bâtiment d'Avier, et puis sur la plateforme en ligne. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Madame Brosseau. Je vous propose que l'on en passe à présent à quelques enseignements que peuvent nous partager les garants, ou en tout cas mots conclusifs, et mots conclusifs également de Monsieur le Vice-président, Monsieur Charrier. Merci. Eh bien, ce soir, nous avons eu un débat riche de questions, riche aussi de construction. Et surtout, je vous remercie pour la dignité avec laquelle vous avez fait preuve pour conduire cette réunion, puisque c'est la vôtre. Tant du côté du public, de vous, mais aussi du maître d'ouvrage qui répond à toutes les questions qui lui ont été faites, et même lorsqu'elles sont contraires à l'ensemble du projet qui a été présenté. Et c'est tout à fait logique.
On a vu ce soir que beaucoup de questions étaient liées aux riverains, aux usagers aussi, et beaucoup de questions sont nées sur le bruit. Et c'est assez nouveau, ça avait été émis quelques fois, mais là ce soir on a trouvé que c'était un peu plus marqué. Il y a aussi des questions importantes sur la concordance avec les travaux en cours, notamment au niveau du collège de Chaumes. Si les réponses qui vous ont été données, si vous estimez que les questions qui vous ont été apportées sont incomplètes, Madame Brosseau l'a dit tout à l'heure, vous allez sur la plateforme, mais aussi à la mairie, et donc ne restez pas sur votre faim et dire on m'a pas entendu. Donc vous avez tous les moyens pour vous exprimer et il vous sera apporté des réponses. Sur la plateforme, et si vous avez une question à poser au garant, vous pouvez le faire également, puisqu'il y a un onglet pour poser une question sur la concertation au garant, et nous y répondrons également. Enfin voilà, donc je vous remercie, et je vous dis à bientôt dans les autres rencontres. Merci, messieurs les garants. Monsieur Charrier, un mot de conclusion. Je crois que les garants ont déjà évoqué sur la qualité des échanges. Je tiens à vous remercier. Avec l'expression de chacun, avec nos sensibilités, chacun, vous avez pu vous exprimer, on a pu essayer de répondre le mieux possible au niveau du département. Donc je trouve que c'est bénéfique, c'est intéressant. Et on doit en tenir compte de ces échanges. Je dirais que effectivement, vous savez très bien qu'à un moment donné, il y a un bilan et il faut trancher. Et on ne pourra pas prendre peut-être l'avis individuel vraiment individuel. C'est dans l'intérêt général. Donc il faut être clair là-dessus. Mais je trouve que cette qualité d'échange et les 4 réunions que j'ai pu faire, il y a vraiment une très bonne qualité, une bonne participation. Et je tiens donc à vous remercier d'être venu ce soir à cette réunion. Et je redis, allez sur la plateforme, n'hésitez pas à reposer des questions si vous en avez d'autres. Il ne faut pas hésiter. Votre contribution, toutes vos contributions sont les bienvenues pour qu'on avance sur un projet ou pas, parce qu'on l'a dit à 2 ou 3 reprises, hein, donc ou pas, voilà. Donc on en est là et j'espère qu'on trouvera la meilleure des solutions. Mais je dis toujours, c'est dans le côté sécurité routière. Donc c'est toujours dans cette vision, la sécurité pour tous. Merci à vous. Merci. Pour votre information, la sortie est la même que l'entrée à votre gauche. En raison du contexte sanitaire, si jamais vous avez le moindre souci dans les jours à venir sur des questions de santé, vous avez un numéro au verso du livret, il nous faut vous le dire, en raison du contexte, n'hésitez pas à nous contacter. Excellente soirée, merci. Vous pouvez déposer vos feuillets de contribution, soit sur votre table, soit le donner à un des agents. Merci à vous. Si, juste un petit ajout quand même. Il y a une permanence publique en mairie vendredi prochain. C'est vendredi après-midi. S'il vous plaît.